16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, journaliste, animateur, spécialiste de la pluie et du beau temps, présentateur de la mythique émission des chiffres et des lettres, mais surtout visage emblématique de la météo sur les chaînes de France Télé. Aujourd'hui, présentateur du magazine Météo à la carte sur France 3, Laurent Romeshko vient nous voir pour son livre Quand le ciel fait des histoires aux éditions Plomb. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Laurent Romeshko. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Plaisir, Je suis merci ravie. pour l'invitation. Mais vraiment, c'est un bonheur de vous avoir en face de moi. Vous avez une très belle énergie, très solaire. Je tenais à vous le dire. Et puis pour le coup, on est totalement dans le thème. On va en parler dans un instant. Mais puisque cette émission a un ADN que vous connaissez, on va démarrer par le début, toujours le début, pour savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Laurent Romeshko, vous êtes né un 27 décembre dans les années 60 à Meulan, dans une famille d'origine polonaise et lituanienne. Et corrigez-moi bien sûr si je me trompe. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu une enfance heureuse, tout d'abord, ça c'est le premier adjectif qui vient, bien entendu. Une enfance normale, dans une famille aimante, avec un grand frère, avec des parents qui m'ont soutenu toujours dans tout ce que j'ai pu faire, qui m'ont fait découvrir beaucoup de choses, qui m'ont initié à m'ouvrir sur la vie, en fait. Et donc voilà, une enfance, j'allais dire normale, mais est-ce qu'il y a vraiment une enfance normale ? Oui, c'est ça, quand elle est heureuse, est-ce qu'elle est normale ? Oui. Ça devrait l'être, mais bon, moi, elle l'a véritablement été. Donc oui, une enfance avec une scolarité qui fonctionnait plutôt bien. Et puis un petit gamin discret, mais oui, plutôt... c'est ce que j'allais vous demander. Quel genre de petit garçon vous étiez ? Alors, j'allais dire un peu fourbe, c'est-à-dire que un côté un petit peu, un petit ange, mais qui faisait quand même ses bêtises derrière, très discrètement. Et vous disiez que c'était le grand frère. Et qui, non, pas forcément, les copains généralement, mais enfin, qui savaient en initier quelques-unes de ces bêtises. Mais bon, voilà, c'est ce que font tous les gamins. Mais non, j'avais ce côté, on m'aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais bon, il y avait un peu de malice quand même derrière. Et quelle passion vous aviez petit ? Est-ce que vous en aviez tout d'abord ? Alors des passions, oui. J'ai eu le sport pendant longtemps. Ça a été la gymnastique aux agrès. C'est marrant parce que ça a été un choix sportif qui m'a guidé finalement vers mon avenir professionnel par la suite pour des raisons, mais c'est toujours comme ça. Ce sont les hasards de la vie. Racontez-nous ça. Je faisais beaucoup de sport, je faisais de la compétition, j'encadrais des enfants le mercredi où je les entraînais effectivement à la gym aux agrès, gym au sol. Et c'est vrai que j'avais plutôt ce bon contact quelque part d'animateur dans tous les groupes. Et j'avais dans ce club de sport une responsable de cette association qui s'occupait également de la radio associative du coin. On est au tout début des années 80, puis elle voyait que il y avait un certain dynamisme, il y avait de l'enthousiasme, je tchatchais pas mal. Et donc elle m'a dit, mais ça te dirait pas toi de faire de la radio ? La radio, j'ai jamais fait de radio. Et elle m'a dit, viens tel jour, entre telle heure et telle heure avec tes disques, puis tu fais une émission. À l'époque, on ne faisait pas trop attention à ce que faisaient les gens. On vous disait, viens avec tes disques et fais 2 heures d'émission. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai découvert la radio. Donc c'est assez amusant parce que le sport m'a amené vers mon épanouissement professionnel par la suite. Donc il y a eu le sport, beaucoup les copains quand j'étais jeune, beaucoup la musique aussi, et puis après d'autres passions qui m'ont guidé aussi par la suite, passion notamment pour l'aviation avec mon père, avec mon frère, voilà.
Vous allez obtenir un diplôme de journaliste à l'École supérieure de journalisme de Paris et démarrer une carrière de présentateur. D'abord, vous commencez par créer, et corrigez-moi toujours si je me trompe, le service Minitel des enfants du rock sur Antenne 2. Là, il y a donc la musique qui est conciliée avec la présentation avant de passer à la radio à 19 ans. Et on entend qu'il y a eu de la radio un peu avant et pendant 3 ans donc sur RFM, Autoroute FM. Quels souvenirs vous gardez de ces tout débuts, de ces premiers pas ? Alors les premiers pas radio, je garde une ambiance de pionnier. Parce que on est vraiment avec le monopole qui vient de se casser de la télévision, de la radio d'État, et donc les premières radios privées, radios libres aussi, où là c'était pas un vain mot radio libre, il y avait véritablement cette liberté, il y avait un nombre incroyable, beaucoup plus qu'aujourd'hui de radio en France, et donc on avait vraiment le sentiment de défricher, de créer quelque chose aussi, et de profiter de ce vent de liberté. Donc ça c'est une chose véritablement que j'ai en mémoire. Après, les tout débuts, effectivement, en sortant d'école de journalisme, je me suis retrouvé, alors on parle de Minitel, les moins de, je sais pas, hein, les moins de combien, de 30 ans, 40 ans ne savent pas ce que c'est qu'un Minitel. Mais c'est vrai que lorsque je suis arrivé en stage à l'époque à Antenne 2, c'était la grosse nouveauté technologique. Je me souviens qu'en arrivant, trouver un Minitel, on est un petit peu plus tard, on est en 1985, ça a été difficile d'en trouver un dans les locaux de la télévision publique. Et donc là, je m'occupais du rédactionnel qu'il y avait sur cette émission mythique qui était Les Enfants du Rock. Mais c'est ce qui m'a plu dans cette toute première expérience professionnelle de stage. Ça n'a pas été le Minitel parce que ça, voilà, ça a été surtout de travailler avec ces voix, ces personnes que j'avais écoutées à la radio étant gamin sur France Inter, Patrice Blanc-Francard, Bernard Lenoir, Philippe Manœuvre, et j'ai travaillé avec ces gens-là dans un univers qui me passionnait, qui était la musique et encore plus le rock. Et vous y êtes resté. À 26 ans, vous rejoignez Télématin, donc sur la 2. Vous présentez une chronique consacrée aux métiers d'avenir, mais aussi la météo, que vous allez présenter sur cette émission, mais aussi à toute heure de la journée, avant de prendre la direction de ce service pendant 6 ans, avant de partir ensuite pour France 3. On est en 2012. La météo reste un des aspects les plus marquants de votre carrière, Laurent Romeshko. Est-ce qu'elle arrive, elle aussi, par hasard, ou vous aviez une formation au départ pour la présenter? Comment ça se passe? Alors c'est arrivé par hasard, oui et non. J'évoquais ce patrimoine d'aviation dans ma famille, par mon papa, mon frère aussi qui est un passionné, qui est pilote. Et donc j'avais cette connaissance, quand je les accompagnais, j'avais cette connaissance du ciel. Je savais comment ça marchait. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à travailler à la rédaction de la 2, je croisais régulièrement quelqu'un qui était là à mes tout débuts, qui est Laurent Cabrol. Et en fait, que j'embrasse bien fort. On parlait régulièrement, effectivement. Le lundi, il me dit alors qu'est-ce que t'as fait? Il me dit moi j'ai fait un plan de vol, machin, je suis allé au Touquet, je suis allé à Arcachon, je suis allé ceci, cela. Et donc on parlait avion. Il savait que voilà, j'avais ce qui se passait au-dessus de 2-3 000 mètres au-dessus de nos têtes, je savais de quoi il s'agissait, comment ça fonctionnait. Et jusqu'au jour où il m'a dit je cherche quelqu'un dans l'équipe météo. Il me dit t'as les bases, tu t'y connais, et donc est-ce que ça t'intéresse de venir? Je me suis dit ouais, je vais faire ça pendant 2, 3, 6 mois peut-être. Et en fait ça c'était en 1989, ça fait 36 ans que ça dure. Parce que le sujet m'a très vite passionné et le sujet a évolué. Il a évolué. Vous êtes toujours journaliste à France Télévisions après avoir, je le disais, dirigé ce service météo de France 2. Avant de partir pour France 3, vous avez créé il y a 13 ans un magazine quotidien, Météo à la carte, consacré à l'influence du climat sur notre quotidien, que vous présentez toujours aux côtés de Marine Vigne, du lundi au vendredi à 12h55. Comment pouvoir parler de ce programme? Comment l'expliquer pour démocratiser le propos? Alors d'abord, je suis très fier de cette émission puisque c'était une idée qui me trottait en tête. Climat 2.
Oui, Au alors il y a eu une saison de Climat 2 qui était programmée le jeudi soir après Envoyé spécial et avant Complément d'enquête. Sur la 2. Voilà, sur la 2, il y a eu 40 numéros de cette série que je présentais, que je concevais, que je produisais. Et puis, donc je savais bien qu'il y avait la matière pour mettre en place un programme, un magazine avec ce point d'entrée qui est la météo, le climat, l'environnement en général, puisque c'est le sujet le plus fédérateur. On est tous dépendants de ces conditions météorologiques. Donc j'en étais convaincu. Donc d'avoir réussi à le mettre en place, pas seul, puisque je fais tout ça avec les équipes de production et la rédaction qui m'accompagnent, avec qui je travaille depuis maintenant, c'est la 14e saison. Mais c'est une véritable fierté. Il y a, la météo est un point d'entrée et on se rend compte que aujourd'hui, plus que jamais, les conditions qu'on peut vivre sont primordiales, sont essentielles et c'est une aide à la décision, à des choix de vie que nous avons de plus en plus, toutes et tous. Et donc, il y a une véritable utilité. C'est une émission de service public, c'est surtout une émission de proximité. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai affectionné, moi, avec le téléspectateur, que ce soit sur des émissions comme même des chiffres et des lettres, et encore plus Télématin, d'avoir des programmes quelque part de service et de proximité avec le téléspectateur, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, la deuxième satisfaction, là, elle est là, je parlais du qualitatif, elle est très quantitative, c'est-à-dire que cette tranche horaire de 13h jusqu'à 14h20, pratiquement tous les jours du lundi au vendredi, c'était une tranche qui, avant 2012, peinait. Il n'y avait pas beaucoup de monde devant le téléviseur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur pratiquement 1 million de téléspectateurs en moyenne qui nous suivent. Donc, il y a une grande fidélité. Et pour moi, pour nous tous, parce que c'est un travail d'équipe, c'est une véritable récompense que les gens fassent ce choix de venir nous retrouver tous les jours. Donc voilà, je suis plutôt un présentateur heureux. C'est un très beau chiffre en effet, Laurent Romeshko. Dans la foulée de ce que vous êtes en train de nous dire, vous venez nous voir pour votre livre « Quand le ciel fait des histoires » aux éditions Plomb, qui révèle que depuis toujours, les situations atmosphériques, les aléas du temps ont provoqué des événements improbables et des réactions surprenantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler du temps de cette façon qui est quand même plus ludique qu'écolo, je dirais? Ah, quoique, il y a un petit peu d'écologie tout de même. Il y a quelques messages. Il y a toujours un fond là-dessus, évidemment, mais pas dans toutes les entrées. Oui, mais il y a le message, et dès que j'en ai eu l'occasion, le message passe. Mais c'est vrai que le sujet, malheureusement, mais parce que la situation est telle que, depuis quelques années, le sujet est plutôt sombre. Dès qu'on parle de climat, de météo, effectivement, je vous la fais courte, mais c'est de pire en pire et on va tous mourir et on est tous responsables. En gros, c'est ça. Donc, il y a rarement d'occasion de se réjouir, de sourire aussi sur le sujet. Et en fait, c'est un sujet moi que je traite depuis déjà de nombreuses années. Je lis beaucoup de choses, j'ai pas mal d'infos qui m'arrivent, j'avais retrouvé quelques infos, quelques événements qui s'étaient produits, qui moi, j'avais pas forcément éclaté de rire sur mon fauteuil, mais en tout cas, je me dis, la situation est quand même assez cocasse. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un fil à tirer quelque part ? Peut-être sensibiliser les gens aussi à ces conditions qui sont très importantes pour nous, et puis montrer que tout au long de l'histoire, quand je parle de l'histoire, c'est l'histoire avec un grand H, il y a eu des choses, mais des événements qui étaient mais cocasses, totalement inattendus pour différentes raisons. Souvent de l'incompréhension, quand on n'arrivait pas à comprendre, ça engendrait des situations parfois assez drôles. Sous forme de 75 chroniques légères sur les caprices du temps, de l'Antiquité à nos jours, vous nous révélez alors des histoires très amusantes, des histoires qui souvent nous tirent le sourire, faites d'incompréhension, de superstition, à l'impuissance devant certains phénomènes. Vous dites que la grande histoire de la météorologie est émaillée de petites anecdotes à peine croyables, souvent inattendues et parfois cocasses, comme vous venez nous le dire. Il est important de dire que ce livre, on peut le lire au gré des envies et au gré des titres. Ce n'est pas un livre de bout en bout, on peut se faire plaisir. Si le titre nous convient, on va y chercher quelque chose. Et vous nous racontez notamment pourquoi on dit tonnerre de Brest ou encore midi pétante. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui. Alors, vous avez raison tout d'abord, c'est un livre à picorer.
Voilà, on peut le commencer à la page 63 ou 142 comme vous voulez et choisir dans ces 75 récits. Alors parlons du tonnerre de Brest. Alors bien entendu, moi, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, c'était en lisant bien entendu Tintin et les propos du capitaine Haddock. Ça faisait partie de ces jurons entre Australopithèque et je ne sais quoi. Enfin bon, et le tonnerre de Brest, il le profère à de nombreuses occasions. Et donc, je me dis bon, il doit y avoir une explication météo quelque part. Et la première explication, elle était un petit peu décevante. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a été admis que le tonnerre de Brest, c'était simplement les coups de canon qui étaient tirés matin et soir à l'ouverture et à la fermeture de l'arsenal de Brest. D'autres versions donnaient toujours le canon comme responsable de ce tonnerre qui grondait dans le ciel finistérien quand un prisonnier du bagne s'évadait pour alerter les gardes et on tirait le canon. Or, il s'est trouvé que il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2019, un historien et journaliste de Bretagne a retrouvé dans les archives de l'Académie des sciences royales un rapport qui date, me semble-t-il, de 1718 et qui relate un orage extrêmement puissant qui s'était tiré de Concarneau jusqu'à Saint-Paul-de-Léon, avec une activité orageuse extrêmement intense. Or, il y avait à l'époque, c'était admis, on croyait que lorsqu'on sonnait les cloches, quand l'orage était au-dessus du village, quand on sonnait les cloches, le son des cloches pouvait atténuer l'orage. On disait ça pouvait disperser la nuée. Cette histoire est préférable à la première. Alors, l'histoire est préférable à la première. Alors, donc, ça disperse la nuée. Donc, ce qui se passe, au cours de cet orage, il y a eu plusieurs églises qui ont été foudroyées. Je crois qu'il y a eu 24 églises qui ont été foudroyées. Et il y a eu 3 églises où, effectivement, les cloches ont été sonnées. Les bedeaux, ceux qui tiraient les cloches, étaient au bout des cordes, donc raccordés au clocher. L'orage est passé au-dessus. Alors, ça devait calmer un petit peu l'orage, dissiper l'orage. Or, ils ont été tous les 3 morts foudroyés. Et donc, le tonnerre de Brest est resté comme ça, est resté dans l'esprit collectif, parce que ces bedeaux avaient sonné les cloches. Et ce jour d'orage, c'était un vendredi, mais c'était pas n'importe lequel. C'était un vendredi saint. Et donc, les cloches ne sonnent pas. Donc, on a vu comme finalement une représaille du ciel, comme une punition divine que ces 3 bedeaux aient été foudroyés. Donc, le tonnerre de Brest est resté à cette occasion. Pour Mehdi Pétante, on viendra découvrir dans votre ouvrage, mais vous nous racontez l'histoire d'un gardien de but qui ne s'aperçoit pas de la fin du match dans les années 30 lors du Boxing Day à cause du brouillard appelé le fog. Vous parlez d'une chaise tombée du ciel ou encore d'une rivière qui remonte son lit. Et dans Interville, vous nous racontez que le Finistère est le seul département français à être bordé par 2 mers et donc il nécessite 2 météos différentes. Ce qui nous laisse entendre aussi, parce que vous allez peut-être nous l'expliquer brièvement, la météo peut être politique. Alors la météo peut être politique ou effectivement parce que le Finistère, ça c'est un vieux débat. Il y a quelques années de ça, je reçois, en tout cas ma direction, la présidence à France Télévisions, mais c'est pas la seule. Et toutes les grandes chaînes ont reçu cette doléance du député maire de Quimper. Je crois que c'est Bernard Poignant qui a envoyé un courrier en demandant à ce que effectivement la température qui est donnée dans les bulletins météo ne soit plus celle du Finistère Nord, beaucoup trop basse, mais celle plutôt du Finistère Sud de Quimper qui correspond beaucoup mieux. Et là, il y a eu une véritable... ça a été très insistant pour qu'on fasse figurer ça. Alors, on n'a pas pu le faire pour la bonne et simple raison que pour des raisons graphiques. Ce département, même s'il y a une grande longueur de côte, même s'il est bordé par 2 et même 3 mers, c'est compliqué de mettre les 2 températures graphiquement. Il y a un problème de lisibilité ensuite, donc on a expliqué que... Mais c'est vrai que depuis cette intervention, moi je fais l'effort de donner la température oralement sur le Finistère Sud. Mais c'est vrai que la météo, parfois, il peut y avoir effectivement
ces velléités, cette envie d'exister politiquement, de faire reconnaître sa commune, son département. Ça a été le cas aussi avec le département des Côtes d'Armor. Enfin, c'est ce que j'allais vous dire, des Côtes du Nord, Ouais. qui a voulu devenir les Côtes d'Armor, Ouais. qui avait un chiffre et finalement qui a voulu en épouser un autre qui ne devait pas être forcément celui-là. Ouais. Vous nous parlez d'une Espagnole qui s'achète le soleil, mais on peut aussi adopter un vortex. Ça veut dire concrètement que si moi je le désire, la prochaine dépression pourrait s'appeler Cyrielle. Elle peut s'appeler Cyrielle. Alors, acheter plutôt un anticyclone, c'est plutôt synonyme de beau temps qu'une dépression. Ne serait-ce que le nom dépression déjà. C'est ça. Voilà, ça déprime un C'est ce peu. que Hein, j'allais vous on dire. est d'accord. Oui, on peut acheter ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste après-guerre, dans les années 50. Alors, il faut savoir qu'il y a à Berlin une université qui est vraiment spécialisée en météo. Ils ont une station météo qui est reconnue par l'Organisation internationale de la météorologie. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose de très 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 sérieux. Et les étudiants qui En suivent formation. leur cursus là-bas, dans les années 50, il y a une professeure de cette université qui, pour simplifier les choses, plutôt que d'appeler les dépressions ou les anticyclones W47 ou Z32, enfin bon, c'était tout de suite un petit peu compliqué, elle a décidé de les baptiser par des prénoms. D'accord, ça a été établi, mais c'était à l'intérieur de l'université. Et puis, dans les années 2000, restrictions budgétaires, ça arrive parfois dans certains pays où on est obligé de réduire un peu les dépenses. Les dépenses de l'université, les budgets se réduisent. Et donc, là, l'université se dit comment on va faire pour payer les frais de fonctionnement, de publication et voilà, et aider les étudiants. Et ils se sont dit, mais ces noms qu'on donne, ces noms de baptême qu'on donne aux dépressions, aux anticyclones, on va proposer de les vendre. Et en fait, c'est en vente. C'est-à-dire que je crois qu'une dépression doit être au prix de 199 €. Donc, vous faites votre demande. Il y a une liste alphabétique pour chaque année en fonction des dépressions qui arrivent. Et pareil pour les anticyclones. Alors, si la dépression n'est pas bien méchante et si ça passe comme ça de façon totalement inaperçue, vous avez dépensé 200 € pour rien. Enfin, Sinon, pour on voit rien, notre voilà. nom à la télé à chaque Sinon, fois. vous avez votre nom. Alors, c'est vrai que celui qui a donné le nom de Xynthia à la dépression qui a été extrêmement meurtrière chez nous, ou alors les tempêtes Lothar, Martin, enfin bon, on l'a vu, il y a Benjamin aussi il y a quelques temps, moins meurtrière, Benjamin, mais enfin, je veux dire par là que c'est pas forcément hyper flatteur. En revanche, ça c'est assez amusant, il y a un couple, je ne connais pas leur nationalité, ils ont acheté un anticyclone à l'occasion de leur mariage. Ils l'ont acheté 299 € et ils l'ont baptisé Amour. Donc ça, c'est plutôt joli. Ah, c'est joli. On apprend notamment avec vous, Laurent Romeshko, que le ciel, notamment la nuit noire, est extrêmement important, d'une part pour la faune et la flore, mais aussi pour l'homme. Oui, bien sûr. Alors là, on parle vous me parliez tout à l'heure du message écolo qui serait peut-être absent. Non, il y est toujours en filigrane quelque part. Et donc, cette histoire de nuit noire, c'est de plus en plus difficile de trouver le noir absolu. Alors, c'est très utile. On le sait pour les astronomes qui sont obligés de monter en altitude, qui sont obligés de s'éloigner de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, mais c'est aussi très important pour nous, tout simplement pour les phases de sommeil. D'avoir cette nuit noire, c'est primordial, c'est essentiel. Et il y a aujourd'hui de nombreuses communes mènent vraiment une politique pour essayer de limiter cette pollution lumineuse. Ces nuisances lumineuses, Ouais, comme vous les appelez. Absolument. On apprend que la nuit noire permet à l'homme de se recharger d'une part pour notre sommeil, produire naturellement de la mélatonine, qu'un éclairage public qui s'invite par la fenêtre d'une chambre mal occultée ne nous fera pas passer une bonne nuit et pourrait avoir un effet aussi néfaste sur la santé. La baisse de la mélatonine augmenterait d'ailleurs, et ça c'est très important de le souligner, le risque de cancer, favoriserait l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et donc l'œil humain est un récepteur extraordinaire et l'alternance entre le jour et la nuit est extrêmement vitale. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Laurent Romeshko. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche.
Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, une attaque à la voiture bélier et au couteau a fait 1 mort et 4 blessés dans le sud de la Judée-Samarie. Par ailleurs, plus tôt dans la journée, 2 autres terroristes ont été repérés en train de s'approcher des troupes israéliennes dans le sud de la bande de Gaza. Tsahal les a frappés et éliminés pour neutraliser le danger. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier soir pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza. Celui-ci prévoit notamment le déploiement d'une force internationale dans le territoire palestinien. L'objectif, éviter une reprise de la guerre. Le Hamas a annoncé son opposition à ce plan, alors qu'Israël rejette de son côté la possibilité de la création d'un État palestinien évoqué dans le texte. Le président Isaac Herzog a qualifié l'adoption du plan de paix de tournant historique. Une panne affecte les systèmes du Cloudflare, un fournisseur d'infrastructures internet de premier plan, ce qui perturbe de nombreux sites. Ces problèmes ont entraîné des pannes sur le réseau social X et ChatGPT, ainsi que de nombreux sites internet. L'entreprise affirme mener une enquête à ce sujet. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est de retour en France et a été reçu par Emmanuel Macron. Gracié la semaine dernière par l'Algérie, l'écrivain qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison est arrivé à Paris et a indiqué son comité de soutien. Arrêté à Alger le 16 novembre 2024, le romancier et essayiste franco-algérien a été condamné en appel en juillet à 5 ans de réclusion pour avoir notamment déclaré que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. À Cannes, un homme a été arrêté après avoir menacé de faire exploser une synagogue et d'attaquer des juifs. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'homme promet des décapitations de juifs sur la Croisette. Il a exigé une rançon de plusieurs centaines de millions d'euros pour abandonner son projet. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Laurent Romeshko et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Mon bébé, חזרנו לטעות הזאת עוד פעם את לעולם לא תשתני את זה הבנתי בגלל זה עזבתי maintenant c'est fini entre toi et moi. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. תגידי לו פוקטיבית, אגרסיבית, take it or leave it, ומי שלא מתאים לה אז תגידי לו רדיו J. מה פספסת? אל תשאל כי אני כבר לא יודעת איך עושים אהבה היום. אל תשאל אם אני מתגעגעת, אל תבוא לי גם בחלום. את מי אתה חושב שאתה מפחיד, ואם אתה לא מתכוון להרים לי תוריד את התמונות מהפיד, ואם יש לך מה להגיד כפרה תגיד, שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב, אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי ממי כי אני חתולת רחוב. Radio J. Radio J. שמת בת עליה, 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 כל העולם יודע שאני מת עליה. Radio J. משחור, רוח בשיער שטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף. Vous écoutez Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Laurent Romeshko pour votre livre Quand le ciel fait des histoires aux éditions Plomb. On y apprend beaucoup de choses, notamment que la tour Eiffel bouge et qu'elle change de taille. Oui. Est-ce que vous vouliez bien nous l'expliquer brièvement? Elle est très souple et ça dépend effectivement des conditions météorologiques. Alors principalement la température, puisque le métal se dilate, ça s'allonge ou ça se réduit
en fonction de la température lorsqu'elle baisse. Alors, c'est vrai que l'amplitude peut être assez importante. Sur la taille en hauteur, ça peut atteindre 17-18 cm de plus ou de moins. C'est l'amplitude qui est enregistrée. Le vent également est de la partie. Donc, alors, c'est ce qui fait aussi la solidité, la résistance de la Tour Eiffel. C'est vrai qu'elle est sensible au vent. Donc, quand il y a un vent extrêmement fort, je crois que lors de la tempête de 1999, alors, ça avait soufflé très fort au sommet, je crois que c'est monté à 216 km/h, peut-être plus, mais l'anémomètre s'est cassé, s'est bloqué en fait. Mais en tout cas, là, l'amplitude au sommet était de pratiquement 20 cm, donc c'est tout de même assez important. Et puis, il y a une chose qui est un peu plus étonnante, c'est que bien entendu, cette tour Eiffel, la base est carrée, donc elle n'est pas exposée au soleil de la même manière. Lorsqu'une face est plein soleil, de l'autre côté, c'est plus frais, c'est à l'ombre. Donc là, le métal se dilate de façon asymétrique et donc elle penche également dans ce sens-là. Alors on ne le voit pas, mais en permanence, quand vous passerez devant la Tour Eiffel, vous saurez maintenant que voilà, il y a une amplitude, elle bouge de cette manière. Quelle est l'histoire que vous préférez, Laurent Romeshko, dans votre ouvrage ? Alors celle que je préfère, c'est très certainement cette jeune bergère qui, en septembre 1804, un dimanche après-midi, a entendu un fracas pas possible dans son pré par une journée magnifique, grand ciel bleu, soleil. Elle gardait ses moutons, un bruit pas possible, et elle trouve dans un buisson juste derrière une chaise qui vient de se fracasser et qui vient de tomber du ciel. Donc là, elle le regarde en haut et il n'y a rien du tout. Elle court au village, elle crie au miracle parce que cette chaise qui est tombée, et tout le monde est d'accord pour dire que, bien entendu, s'il y a quelqu'un à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il y a là-haut des chaises. Et c'est une chaise qui est tombée, qui était à la droite de Dieu. Et donc cette chaise, tous viennent. Forcément, tout le monde crie au miracle. Il y a des menuisiers qui viennent et qui voient la fabrication de la chaise. Ils disent c'est du bois blanc, c'est pas terrible, et il n'y a pas de très bons ébénistes là-haut. Et c'est les mecs qui jugent un peu le boulot. Et puis, mais ça se prolonge. C'est-à-dire qu'il y a des messes qui sont dites, on croit au miracle. Et puis, en fait, quelques jours après, on apprend dans la presse locale, on est tout début 19e, hein, donc l'information n'arrive pas aussi vite. On apprend qu'un scientifique du nom de Gay-Lussac, que tout le monde connaît, qui était un physicien de cette époque-là, s'était envolé ce dimanche-là du Jardin des Plantes en Montgolfière pour faire des mesures d'atmosphère et essayer de monter le plus haut possible. Donc, il est monté à plus de 7000 mètres d'altitude tout de même. Et pour monter à plus de 7000 mètres, il a fallu un moment qu'il lâche du lest, qu'il s'allège. Donc, alors, tous ces relevés, tout ça, il les a gardés, tous ces instruments de mesure, mais il s'est dit... Mais cette chaise, c'est pas grave, je vais rester debout, d'autant qu'il avait froid là où il avait du mal à respirer. Et il s'est dit, pour monter encore plus haut, je jette la chaise. Et donc, en fait, la véritable miraculée, c'était plutôt la bergère, parce qu'une chaise qui tombe après 7 km de chute, ça aurait pu lui faire très mal. Ça peut faire très mal. Donc, c'est peut-être ma préférée. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir précis où la météo vous a surpris, étonné ou changé le cours des choses de façon peu croyable ? Alors, oui, mais pas forcément de façon très heureuse. Il y a quelques années de ça, 2022, plein mois d'août, je suis en vacances en Corse, à Porto précisément, et j'ai subi au petit matin un phénomène absolument incroyable et qui est très rare. C'est un phénomène qui s'appelle un derecho, ce qui veut dire en espagnol ligne droite. C'est une ligne orageuse qui généralement les orages éclatent sur une région, s'atténuent, se déplacent et ça se calme ensuite. Ce qu'on appelle le derecho, c'est vraiment une ligne orageuse très très longue, et celle-ci s'est étirée des Baléares jusqu'à l'Autriche, en passant par la Corse. Ça a été dramatique parce que je crois qu'il y a eu, durant ce mois d'août, sous cet épisode, il y a eu 6 ou 7 décès, principalement en Corse. Et donc, j'ai le souvenir de cette ambiance de fin du monde, carrément. C'est-à-dire les éléments se déchaînent, et là j'ai vraiment pris la pleine conscience de la puissance du ciel. Et il y a une chose qui est absolument remarquable dans ces cas-là, et là j'imagine, moi ça n'a jamais été le cas, les gens qui se retrouvent sous les cyclones, les ouragans les plus violents, une chose qui est marquante, c'est le bruit, c'est le fracas qu'il peut y avoir dans ces cas-là, avec les toitures, les arbres qui s'arrachent, tout qui s'envole. Il y a un bruit absolument phénoménal, et puis après, derrière, un isolement total, c'est-à-dire plus aucun moyen de communication, et puis la crainte, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas si ça va revenir, on ne sait pas si c'est le début, si ça va être encore plus fort. Donc c'est l'événement météo que j'ai vécu et qui m'a vraiment marqué. Laurent Romeshko, est-ce que vous êtes inquiet pour le climat ?
Oui, alors bien sûr, oui, je suis inquiet parce que les choses vont très vite et s'accélèrent. On le voit bien, les relevés sont là pour le prouver depuis l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire en gros depuis le milieu du 19e siècle, depuis 1850. On voit bien la hausse des températures qui est remarquable. On note surtout l'accélération du thermomètre depuis le début des années 2000, c'est-à-dire qu'il y a eu une hausse progressive au cours du 20e siècle. Il y a cette accélération. Alors là, il y a deux choses à faire. Il y a l'objectif, effectivement, de limiter, de faire baisser la température, de tenter de la limiter à ce qui était prévu lors de la COP21 en 2015 à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, voire 1,5 degré. On se rend compte que cet objectif qu'on voulait atteindre en 2100, on y est déjà pratiquement, donc ce sera infaisable, mais ça ne doit pas nous priver des efforts, effectivement, pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, la deuxième priorité, je pense, qui est très importante, c'est tenter de s'adapter. C'est-à-dire, c'est ne pas être résigné, mais simplement, voilà, les conditions font que la hausse du thermomètre à la fin de siècle sera plutôt de l'ordre de 2,8 degrés, 3 degrés, certains disent peut-être même 4 degrés, ce qui est considérable. On voit bien déjà l'évolution de la météorologie et des conditions et des intempéries avec simplement à peine 1,5 degré supplémentaire. Donc là, il va falloir s'adapter, il va falloir vivre autrement, se loger autrement, construire autrement, et puis certainement aussi faire un petit peu plus attention à son environnement. Et la nature est toujours la plus forte. Alors je ne dis pas qu'elle va se remettre toute seule, je dis simplement que dans une bataille, et ce que je disais, ce qui m'était arrivé en Corse, on se rend compte de la puissance des éléments et là, c'est difficile de lutter contre. Vous dites que la nature est la plus forte, c'est ce qu'on souhaite notamment dans ce petit chapitre que vous évoquez, où vous évoquez dans le nuage, vous parlez du climat qui menace, par le biais de la militante Grace Malley en septembre 2024 devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle dit notamment « Nous sommes ceux qui ont le moins fait pour provoquer la crise climatique, mais nous payons le prix le plus élevé. Pendant que vous débattez, les vagues de l'océan érodent une partie de l'île. Pendant que vous discutez sans cesse, les espoirs d'une jeunesse tuvaluane s'évanouissent. » Alors pour rappel, Grace est une militante climatique. Elle est née et elle vit sur une petite île qui coule, comme on l'appelle aujourd'hui, Tuvalu. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Territoire insulaire du Pacifique Sud. C'est un des pays les plus bas du monde et amené à disparaître avant 2050, qui compte 9 îles et seulement 10 000 âmes qui font tout pour préserver leur patrimoine et leur vie. Ça se raconte, c'est magnifique. Alors, ils ont envisagé quelque chose d'absolument incroyable, c'est de reconstituer l'archipel dans le cloud, dans le métaverse. Alors, c'est un travail considérable, c'est-à-dire que l'objectif, c'est non seulement de reconstituer effectivement de façon numérique, géographiquement, l'ensemble de l'archipel, les paysages, mais aussi tout le patrimoine. Quand je dis patrimoine, c'est pas le patrimoine immobilier ou environnemental, c'est aussi tout le patrimoine culturel. Donc tout le monde est mis à contribution pour ça. Ce sont des travaux numériques qui sont considérables, qui coûtent extrêmement cher. Il y a des relevés qui sont faits sur l'ensemble des îles. Alors après, la difficulté, ça va être de savoir, lorsque ces îles seront englouties, cet état du Tuvalu, est-ce qu'il sera reconnu encore comme un état ? C'est-à-dire que dans les conditions d'existence d'un État, il faut qu'il y ait un patrimoine, qu'il y ait une culture. Ça, on peut le maintenir effectivement numériquement. Il faut qu'il y ait une population. La population est toujours là, sera sauvée. En revanche, il faut qu'il y ait un État, qu'il y ait un territoire. Oui, et là, la condition ne sera pas remplie. Oui. Mais l'Australie offre des conditions aux habitants de cet archipel pour effectivement s'installer en Australie. Beaucoup sont déjà partis là-bas. Quelques-uns restent encore, ils ne sont pas très très nombreux. Ça coûte extrêmement cher de faire ce qu'ils font. Alors c'est là où le petit sourire est esquissé. On se dit, mais d'où provient cet argent ? Le tourisme est inexistant sur cet archipel. On n'y cultive rien, on n'y produit pas grand-chose. D'où ça vient ? Et en fait, j'ai découvert d'où ça venait. C'est-à-dire que dans les années 2000, lorsque l'ensemble des noms de domaine a été donné, vous savez, pour la France, c'est le .fr. Pour Monaco, c'est .mc. Enfin bon, voilà, vous avez tous les suffixes des sites internet. Et pour cet état du Tuvalu,
le suffixe qui a été attribué, c'est le .tv. Et en fait, l'argent qui tombe et qui leur permet effectivement d'envisager cet avenir 3.0, en fait, ils l'ont grâce aux redevances qui sont payées par les grosses entreprises comme Twitch, par exemple. Le Twitch.tv, ça leur fait de la publicité là, mais voilà, je veux dire, pour utiliser ce .tv qui appartient Ils leur normalement... doivent de l'argent puisqu'ils l'ont déposé. Ils les payent, ils leur versent une redevance. Donc l'argent vient de là. Si ça peut effectivement les aider à sortir la tête de l'eau, mais en tout cas à maintenir le patrimoine et puis l'existence de cet archipel, c'est une bonne chose. Laurent Romeshko, pour découvrir toutes ces autres histoires à découvrir dans votre ouvrage Quand le ciel fait des étoiles, c'est fait des histoires. Oh, c'est beau, des étoiles, aussi, aux éditions Plomb. Tout de suite, et je sais que vous avez fait un petit peu de théâtre pour France Télévisions, on vous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent Romeshko et bonjour à toutes et à tous. Cher Laurent, dans votre dernier livre, Le ciel fait des histoires, vous révélez avec votre talent littéraire et votre érudition toutes les petites histoires provoquées par les caprices du temps à travers le monde. Cyrielle l'a dit, de la pointe de la Bretagne à Londres plongé dans le flog en passant par, moi j'ai aimé le projet avorté d'une station météorologique au nord du Labrador canadien, conçu par les Allemands en 1942 pour optimiser les conditions météo des U-boats, c'est-à-dire de leurs sous-marins. Capricieux le temps ? Oui, mais pas autant que le cœur des hommes et des femmes, soumis aux tempêtes amoureuses, aux orages de la colère et de la jalousie et aux intempéries du fleuve, non tranquille de la passion amoureuse. Et ce sont justement les caprices du cœur qui font l'objet de ma chronique aujourd'hui. Dans Les caprices de Marianne, de Musset, montée par Philippe Calvario, la jolie Marianne, jouée par Zoé Adjani, nièce d'Isabelle, est une jeune épouse, pas si capricieuse que cela, puisqu'elle aime en femme fidèle son mari magistrat et se comporte comme un modèle de vertu. Enfin, jusqu'à ce qu'un jeune homme nommé Célio, l'apercevant à son balcon, tombe éperdument red dingue de la jeune femme et qu'il ait la bonne idée d'intercéder auprès d'elle par l'intermédiaire de son meilleur ami, Octavio. Octavio, qui est le cousin de Marianne, accomplit sa mission d'approche et de négociation de manière exemplaire. Sauf que le résultat escompté n'est pas le bon. Au lieu de tomber amoureuse du jeune et beau Célio, eh bien, c'est d'Octavio, son cousin, pour lequel Marianne commence à se fondre d'amour. Comment est montée cette pièce de Musset écrite en pleine période romantique, Hélène ? Alors oui, la pièce, elle a été représentée en 1851, montée la première fois par la Comédie Française, donc en plein milieu du 19e. Elle est ici montée de manière très contemporaine. Le décor est léger, une façade de maison qui devient une devanture d'auberge, parce qu'il y en a qui boivent pas mal quand on la retourne, sont les seuls décors de ce spectacle qui joue beaucoup sur les lumières chaudes, mouvantes, pour illustrer les changements d'humeur. Les personnages, Marianne, Claudio, son mari, Célio, le jeune homme amoureux, et Octavio, son cousin, sont habillés de manière stylisée, intemporelle, mais la mise en scène vivante, mouvante, rapide, fluide épouse parfaitement les allées et venues des personnages et leurs brusques changements d'humeur, leur désespoir ou leur joie. Zoé Adjani est remarquable dans ce rôle de jeune femme qui va trouver enfin sa liberté dans le fait de prendre un amant justement parce qu'elle ne supporte pas de se voir imposer une décision de la part d'un homme. C'est-à-dire qu'elle refuse l'homme qui est amoureux et que c'est elle qui va choisir. La comédienne est juste du début à la fin en possédant la finesse de l'ovale du visage et la sensibilité à vif de sa tante, qui est Isabelle. Elle ne surjoue jamais la coquette, mais au contraire se laisse surprendre progressivement par l'ambivalence de son cousin Octavio, joué par le metteur en scène Philippe Calvario. Et son visage, son corps sont d'ailleurs semblables à des paysages envahis de brume, tantôt saisis par une éclaircie de passion, tantôt chahutés par l'orage du dépit amoureux. Comme dans votre livre, cher Laurent, il y a du vent et des éclairs dans ce spectacle. Finalement, cette pièce, c'est une comédie ou une tragédie ? Eh bien, un petit peu des deux. Musset l'a qualifiée de comédie, mais votre question, Cyrielle, est très juste. Car à aucun moment, les personnages ne se rencontrent sur un même sentiment amoureux. Chacun d'eux court après l'impossible comme s'il courait à sa perte. La première, parce qu'elle est saisie par le démon de la liberté féminine, le second car il est un romantique absolu, et le troisième parce qu'il est incapable d'aimer et noie son désespoir dans l'alcool. Les caprices de Marianne, c'est tout cela à la fois, la ronde impossible des désirs individuels dans un ciel tourmenté par le désespoir des jeunes gens.
Rajoutons que la pièce est écrite dans une langue somptueuse et que c'est un bonheur de voir et d'entendre ces répliques jouées par d'excellents comédiens. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Les Caprices de Marianne, c'est au théâtre artistique à Thévin jusqu'au 30 novembre. Merci beaucoup, on se dit à la semaine prochaine. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Ariel Ephraim. Le billet du jour. Bonjour Ariel. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent. Votre livre raconte des phénomènes météo incroyables depuis l'Antiquité. Des histoires où les humains voient des signes partout. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point depuis toujours, dès qu'il se passe un truc météo, les gens inventent des théories, ils cherchent des signes, ils réécrivent complètement la réalité. Alors évidemment, je me suis dit, si nos ancêtres pouvaient se tromper à ce point sur un simple nuage, qu'est-ce que ça doit donner aujourd'hui avec le climat ? Et là, on n'a pas été déçus, il faut dire une vérité. La France, on a quand même évolué là-dessus. On n'est pas parfait, mais comparé aux Américains, on est des génies du climat. Eux, ils sont capables de transformer une forêt en parking. Ronald Reagan, en 81, il a déclaré que les arbres polluent plus que les voitures. Et Donald Trump, évidemment, l'homme qui a dit que le réchauffement climatique était un canular chinois. Sur Fox News, j'imagine très bien le bulletin météo. Le présentateur doit parler de 48 degrés à Los Angeles en expliquant que c'est la faute d'une légère brise démocrate qui vient du Vermont. Un ouragan de catégorie 5 ? Non, ça c'est juste un courant d'air provoqué par les féministes. Pendant ce temps, en France, on se demande juste si on pourra encore skier. Quand j'étais petit, je partais au ski à Pâques. Aujourd'hui, Pâques, c'est déjà l'été, on va à Mykonos. Et je vous dis la vérité, moi je suis très content. Le ski, c'est surcoté. On a créé un mythe autour de ça. C'est juste des embouteillages en altitude. On quitte Paris pour retrouver la même file d'attente au télésiège à Val Thorens. Et pour ceux qui insistent, il restera toujours Dubaï. Eux, ils ont tout prévu. Ils ont créé une piste de ski au milieu du désert. Je suis sûr qu'ils vont bientôt ouvrir une patinoire sur un volcan en activité. Même les climato-sceptiques regardent Dubaï en disant « Non, là c'est trop, vous dépassez nos rêves les plus fous. On n'assume plus, on n'est pas dans le projet. » Et ma mère me raconte que quand elle était petite, elle skiait même l'été sur des glaciers. Et ça, c'est typiquement ashkénaze. Le concept de plaisir chez les ashkénazes passe toujours par une petite souffrance. Skier en été, c'est parfait. Il fait froid, le soleil est agressif, les conditions sont improbables. Faut arrêter. En août, l'Ashkénaze traverse un glacier, le Séfarade traverse la plage de Saint-Tropez. Et puis, il y a ma grand-mère, née en Algérie. Quand je lui disais que je partais au ski, elle paniquait. Elle me disait « Mais Ariel, pourquoi ? Tu vas sur ces endroits dangereux où il y a plus de neige que de bon sens. Viens à Juan-les-Pins, on va faire du ski nautique, tu vas voir, c'est pareil. » Alors forcément, en lisant vos histoires sur les phénomènes surprenants depuis l'Antiquité, je me suis dit que la Bible, finalement, c'est le premier bulletin météo. Le déluge, c'est une inondation gigantesque au Proche-Orient. L'Arche de Noé, c'est juste une alerte rouge version antique. Mais dans la tradition juive, il n'y a que ça. Les premiers bulletins météo. Moïse qui ouvre la mer, c'est un bulletin spécial. Il a traversé un marécage. Faut arrêter. Parlons français. Il y a eu du vent, c'est tout. On parle d'un miracle. C'était une météo capricieuse. Bon, ça, c'est très beau dans votre livre. Vous racontez ces histoires qui montrent que finalement, le ciel en a toujours fait. Et nous, on continue d'en faire ainsi. La météo, c'est un miroir miroir très humide, souvent brouillé et parfois absurde. Merci beaucoup, Ariel. Je vous avais dit que la météo était partout. Ça, c'est bien vrai. Merci mille fois, pardonnez-moi, Ariel. c'est formidable parce que là, Ariel, vous avez mis le doigt en plus sur des aberrations. Effectivement, quand on parle de piste de ski à Dubaï, ça fait partie des... On se dit, mais quelle hérésie. Et vous avez bien raison. Merci, Ariel. À la semaine prochaine. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour Véronique Zana. Bonjour Cyrielle et bonjour Laurent et bonjour à tous. Je suis pas rassuré, eh bien, détendez-vous parce que déjà, ce que je vois face à moi, c'est ce fameux petit garçon qui jubile avec sa tête d'ange mais plein de bêtises derrière. Et ça, on est vraiment... Comment dirais-je, charmé par ce côté-là, qui est vraiment quelque chose qui vous a permis d'oser et d'avancer dans la vie et de choper tout un tas de choses. Parce que vous avez commencé, vous avez dit pionnier.
Et finalement, effectivement, c'est une de vos marques de fabrique. À chaque fois que quelque chose de nouveau s'est mis en place, vous y étiez. Alors, vous l'avez peut-être pas provoqué. Pas à chaque fois, mais oui. Mais en tout cas, vous n'êtes pas passé à côté. Que ce soit le Minitel, que ce soit les radios libres, que ce soit quand vous mettez un sujet en place, vous allez investiguer. Vous disiez, j'ai découvert d'où vient l'argent. Et là, on sent que le chasseur d'anecdotes est un peu plus que ça. Il fait de l'investigation. Donc, votre curiosité vous amène quand même à gratter un peu. Et on a pu entendre tout ce côté savant. Vous êtes docte. Vous tentez de nous amener un savoir que vous avez attrapé, très joliment d'ailleurs, parce que l'aviation, c'est venu avec votre père et quelque part. Ça continuait de vous accompagner et il vous a ouvert tout un champ de savoir que vous avez pu remettre à disposition des gens. Et en n'oubliant jamais qu'avec le ludique, qu'avec ce petit truc-là, pas sérieux que cet ange s'est quand même pratiqué, c'est ce qui permet d'ouvrir les esprits au savoir et vous raconter des histoires tout en nous amusant. Et ça, c'est vraiment ce qui permet de tirer aussi les gens vers le haut, vers le ciel, on va dire. Merci. Donc, c'est ce qu'on entend chez vous, que ce ludique, cette façon de raconter, vient nous capter et qu'on n'a pas fini d'en savoir. Et que malgré tout, la météo, c'est quelque chose de très sérieux. Mais même avec vous, le très sérieux, ça n'est pas rédhibitoire, c'est pas rabâché, c'est pas barbant. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre. Alors, vous avez découvert d'où vient l'argent, vous avez découvert plein d'anecdotes que vous nous avez racontées et qui nous alertent sur cette météo, sur cette ambiance que permet tout ce qu'on peut savoir sur cette météo. Et qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J? Parce que c'est un petit peu ça qu'on cherche à savoir. Qu'un ange, ça fait aussi des bêtises. Que si on ose prendre la parole, c'est aussi une façon de se lancer dans la bataille. Et qu'on peut apprendre grâce à une passion partagée avec son père et la faire repartager ensuite à plein d'autres personnes. Et que le ludique n'est jamais à mettre de côté. Donc, un savoir pour tous, c'est ce que vous nous offrez. Et merci Laurent pour ça. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J. Une réaction de votre part. Oui, une réaction, c'est que, voilà, ce que vous avez souligné, moi j'appelle ça de la transmission et de la transmission accessible, parce que même si le sujet parfois peut être un peu scientifique, donc un peu dur, voilà, je veux dire, il faut le rendre accessible, voire ludique. C'est ça, et c'est pour ça qu'on passe un très bon moment à la lecture de votre ouvrage. Merci beaucoup, Laurent Romeshko, d'être venu nous voir sur Radio J aujourd'hui. Vous êtes venu nous voir pour votre livre « Quand le ciel fait des histoires » aux éditions Plomb. Merci pour cet échange. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Tananou Kayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Diane Tell pour l'annonce de son nouvel album Polisson, avec un nouveau single Le mot et la chose, à l'occasion de ses 50 ans de carrière qui l'emmène en tournée l'année prochaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain sur Radio J.